jusqu'à l'apparition des Pokémon Paradox. Alors installe-toi confortablement, ferme les yeux, il n'y aura rien du tout d'affiché à l'écran durant la vidéo. Tu peux donc juste l'écouter et te laisser porter vers le sommeil. C'est bon, allez, on est parti. À l'origine, seul le néant total subsistait, vide et infini, sans existence ni réalité. Puis un jour, du néant apparut un œuf, et de cet œuf naquit le premier Pokémon, le dieu suprême Arceus, le Pokémon Alpha. Pris de créativité, ce dernier engendra l'univers. Par la création des dimensions, il fit naître deux fils aînés, Dialga et Palkia. La mission de cette créature était de protéger et de maintenir le temps pour Dialga et de maintenir et protéger l'espace pour Palkia dans leurs dimensions respectives. Cependant, même si Arceus était parfait, ce n'était pas le cas de sa création. En créant l'univers à partir de l'espace et du temps, un troisième titan naquit involontairement. C'est ainsi qu'apparut le troisième fils d'Arceus, celui que l'on connaîtrait comme le renégat divin, Giratina. Arceus, qui avait créé deux enfants symboles de matière, ne s'attendait pas à voir naître ce fils, symbole d'antimatière. Toutefois, il était rassuré de voir que Giratina voulait aider son père à améliorer sa création. Dialga fit commencer le temps, Palkia façonna l'espace et Giratina insuffla la vie. Par la suite, Arceus pondit un œuf, duquel naquirent trois Pokémon, Créelfe, Créfolet et Créfadet. Créelfe apporta le savoir et permit aux créatures d'évoluer. Créfolet apporta l'émotion et permit aux êtres vivants de ressentir des sentiments, et Créfadet apporta la volonté, permettant aux mortels d'affronter les risques et périls. Ils permirent ainsi à l'esprit d'exister. C'est à ce moment-là qu'apparut le type Psy. Dialga, Palkia et Giratina en profitèrent pour créer Mew, Jirachi, Manavi, Celebi et Victini. Ils donnèrent aussi vie aux premiers humains. Créelfe offrit à ces nouveaux êtres le savoir. Créfolet leur fit cadeau des émotions et Créfadet leur insuffla la volonté. Ainsi, les humains et les Pokémon reçurent l'esprit. Créfadet et ses frères se rendirent à Hisui, la future région de Sinnoh, pour aller se reposer dans trois lacs. Mew, Jirachi, Manavi, Celebi et Victini créèrent trois titans prêts à façonner le monde, Groudon, Kyogre et Rayquaza. Ces derniers créèrent les océans, les continents et l'atmosphère. Leur tâche accomplie, ils se retirèrent respectivement à travers la mer, le ciel et la terre. Leurs créateurs donnèrent ensuite vie au futur maître du climat, Ho-Oh et Lugia. Groudon, avant de s'assoupir, créa Hydran et lui donna la garde des volcans. Hydran accepta et se mit au travail. Mew prit une part de son ADN pour créer de nouveaux Pokémon, plus nombreux et variés. De leur côté, Ho-Oh et Lugia créèrent Cresselia et Darkrai, qui s'occupèrent des rêves et des cauchemars des humains, ainsi que des Pokémon. Dialga
seul, étant donné qu'il n'y a aucun autre Pokémon génie à ses côtés. Pour combler son sentiment de solitude, il rendit visite à Destracy. Ces derniers l'accueillirent à bras ouverts et le respectèrent tel un frère. Le chef Destracy proposa à Jirachi de créer ensemble de nouveaux Pokémon de son niveau. Séduit par la proposition, Jirachi accepta. Les deux Pokémon concentrèrent les puissances de la lumière et des ténèbres et créèrent deux nouveaux Pokémon fabuleux. Hoopa, le génie aux 6 bras, Zeraora, le prince félin du tonnerre, Marshado, le combattant des ombres, et Meltan, le golem de fer. Dans le processus, le jeune chef Destracy transcenda ses limites et évolua. Ainsi naquit Diancie, le prince de cristal. À peine réveillé, Meltan se multiplia et se renforça en absorbant ses clones jusqu'au dernier. Il devint donc le colosse d'acier, Melmetal. Diancie créa un cristal géant que Zeraora stimula d'un choc électrique. Les Stracy furent ravis de voir qu'il jouissait désormais d'une source de lumière équivalente au soleil au sein de leur foyer souterrain. Jirachi reprit son voyage en compagnie de ses 5 nouveaux camarades. Lors d'un périple à Rhodes, les 6 voyageurs croisèrent Celebi, qui avait l'air bien malheureux. Le Pokémon temporel leur expliqua la situation. Une caravane de voyageurs constituée d'humains et de Pokémon cherchait en ce moment un lieu pour s'installer. Mais la région n'est qu'un vaste désert de sable, ce qui complique le logement. Jirachi et ses compagnons décidèrent de donner un coup de pouce à Celebi et d'offrir aux caravaniers un paradis fertile et verdoyant. Tout d'abord, Melmetal et Marshado frappèrent le sol du poing pour fertiliser le nord-ouest de la région de Rhodes et créer une montagne et un volcan. Ensuite, Hoopa ouvrit un portail chargé de foudre pour renforcer Zeraora, permettant à ce dernier de créer un nuage d'orage assez gros pour offrir une pluie agréable à tous les secteurs fertilisés. Enfin, Jirachi et Celebi exaucèrent le vœu collectif des caravaniers de faire apparaître des graines de toutes sortes dans le sol et de les faire germer en quelques minutes. Les caravaniers, reconnaissants, offrirent leurs meilleurs fruits à leurs bienfaiteurs. Pour les remercier, Hoopa leur donna de l'argent et des matériaux pour bâtir un village. Un sanctuaire fut édifié dans le village, laissant de Samaragd, sur demande de Marshado, afin de mettre en valeur les efforts méritants de Celebi. Hoopa, afin que son pouvoir ne tombe pas entre de mauvaises mains, demanda à Diancie et Zeraora de créer un objet pouvant contenir la majorité de sa puissance et de lui permettre de passer de sa forme dégénée à une forme enchaînée à volonté. Ils acceptèrent et créèrent le vase scellé. Zeraora retira le bouchon et enferma la majorité de la puissance de Hoopa. Puis il ferma le vase. Celebi remercia ses amis et ces derniers se séparèrent pour aller dans d'autres régions. Des métamorphes virent dans Manaphy un sauveur. En effet, celui-ci leur accorda le don de transformation, leur permettant d'imiter les autres Pokémon. Certains métamorphes évoluèrent, se rapprochant physiquement de leur protecteur. C'est ainsi que naquit les premiers Vionnes. Manaphy leur fit promettre de prendre soin d'eux avant de partir pour la mer. Un jour, dans la région d'Alola, un portail appelé Ultra Brèche s'ouvrit dans le ciel, et des Pokémon
évoluèrent, devenant des cosmovomes. Chacun des deux devint ensuite un être associé aux astres principaux de la Terre. Sol Galeo, le lion du soleil, et Lunala, le vampire de la lune. Sol Galeo et Lunala, prenant exemple sur leur père, créèrent la fratrie Toko et leur assignèrent le rôle des gardiens. Tokoriko protège Mélémélé, Tokopillon veille sur Akala, Tokotoro garde Oula Oula et Tokopisco surveille Pony. Dans la région de Johto, un orage s'abattit sur les deux tours qui servaient de lieu de repère à Oo et Lugia. La tour Carillon fut épargnée, celle de Oo, mais la tour Cendrée, connue autrefois sous le nom de tour Ferraille, fut ravagée par la foudre et les flammes. Il fallut des jours pour que la pluie tombe enfin. Hélas, un Voltali, un Pyroli et un Aquali furent victimes de l'incendie. Oo, attristé par la mort de ses pauvres Pokémon, les ressuscita, les faisant évoluer davantage et leur offrant des pouvoirs légendaires. C'est ainsi que naquirent les fauves légendaires, Raikou, Entei et Suicune. De son côté, Lugia donna vie à 3 Pokémon oiseaux, maîtres de la météo, afin que plus personne ne soit victime d'une tragédie similaire. Ainsi apparurent Elector, maître de la foudre, Sulfura, maître du feu, et Articuno, maître du blizzard. Ces derniers, par prudence, créèrent chacun un autre membre de leur espèce et les envoyèrent à Galar. Ensuite, Oo et Lugia créèrent 4 Pokémon génies, chargés de canaliser les forces de la nature au fil des saisons. Amovenus, le génie du printemps, Démétéros, génie de l'été, Boreas, génie de l'automne, et Fulguris, génie de l'hiver. Démétéros et ses frères et sœurs partirent pour Unis, là où les humains auraient le plus besoin d'eux, il y a bien longtemps. Serpentria accueillit un nomade dont le compagnon était un Pokémon semblable en apparence à un démon, Ogerpon le bienveillant. Au début, les habitants du seul village de la région étaient effrayés, mais lorsqu'ils comprirent que les deux voyageurs étaient amicaux, ils les recevèrent chaleureusement. Ces derniers s'installèrent au monstrueux dans une grotte qui leur servit d'atelier. Ils proposèrent aux villageois de créer une fête où tout le monde porterait des masques, ce que ceux-ci acceptèrent. Ogerpon et son maître créèrent 4 masques incrustés de cristaux du lac cristallin pour ouvrir les festivités. Le masque turquoise, le masque du puits, le masque du fourneau et le masque de la bière. Tout le monde les trouva chics lorsqu'ils les portaient. Hélas, 3 Pokémon cupides convoitèrent ces accessoires. Félicanis, le chien herculéen, Fortusimia, le singe malicieux, et Favianos, l'oiseau majestueux. Ces crapules profitèrent d'un moment d'inattention du fabricant de masques pour le terrasser et lui voler ses 3 masques, ne laissant que le masque turquoise. Un villageois prévint Ogerpon et le reste du village de Jeanne-Rode du drame ayant eu lieu, ce qui les attrista. Le Pokémon cornu étant le plus chagriné par la perte de son ami, mit le masque restant sur son visage et partit affronter les 3 voleurs en compagnie des 2 jeunes dresseurs. Dès qu'ils les trouvèrent en train de s'amuser avec leur butin mal acquis, ils les affrontèrent avec fureur. Le combat fut serré, mais les Adoramis furent vaincus par Ogerpon et ses frères d'armes. Admettant leur défaite cuisante, ils
décidèrent de se racheter pour leurs crimes et rendirent à leur vainqueur les masques volés. Ogerpon, juste, les ramena sur le droit chemin. Vilganis révéla à leur nouvel ami l'identité du responsable de leur acte commis sous l'emprise de ce dernier, Benjaminus. Il ne fallut pas longtemps aux villageois pour pardonner aux Adoramis et se joindre à eux, ainsi qu'à Ogerpon, pour affronter le Pokémon en prise. Bien qu'ayant pris possession d'un dresseur redoutable, Benjaminus fut terrassé, et depuis ce jour, les Adoramis vivent aux côtés de Ogerpon et protègent Serpentria en tant que gardien. Cela vaut aux 4 Pokémon une place de choix dans la fête des masques. À Unis, un roi régnait en maître sur son royaume. Il avait pour allié et ami un Pokémon dragon légendaire, le grand Kyurem. À sa mort, ses 2 fils se partagèrent le trône, mais ils n'étaient pas aussi équilibrés dans leurs valeurs que leur père. L'aîné était réaliste et voulait faire prospérer le royaume sur le long terme. Le jeune frère, de son côté, était idéaliste et voulait rendre le monde meilleur dans l'immédiat. Voulant départager équitablement ses dresseurs, Kyurem préleva une partie de son énergie et la divisa en 2, créant de nouveaux Pokémon dragons. Reshiram, le dragon blanc réel, et Zekrom, le dragon noir idéal. Les 2 rois se disputèrent au point de déclencher une guerre, mais en se rendant compte des victimes qu'ils avaient faites, ils comprirent que la réalité et l'idéal étaient complémentaires et semblables. Honteux de leur bêtise commune, ils se réconcilièrent dans les larmes et les sourires. Reshiram et Zekrom eux-mêmes n'avaient jamais voulu détruire, par le feu et la foudre, les adorateurs de leur père. Les 2 rois, en guise de pardon, relâchèrent leurs compagnons dans la nature, afin de les laisser régner sur les Pokémon d'Unis comme de bons souverains. Démétéros et sa fratrie reconnurent les 2 Pokémon dragons comme des rois et décidèrent de les servir. Kyurem, voyant que ses fils sont devenus sages, se retira dans les montagnes enneigées. Un jour, Itran se demanda s'il était possible de créer un Pokémon maîtrisant à la fois l'eau et le feu. Jirachi, l'ayant entendu, lui répondit positivement que c'était possible. Joignant leurs forces, ils créèrent un Pokémon capable de tirer des rafales d'eau et de vapeur. Volcanion. Itran lui proposa de veiller sur les Pokémon de Kalos. Volcanion accepta et se mit en route vers la dite région. Au cœur de la région de Galar, un Pokémon hostile aux humains, nommé Eternatus, provoqua un grand cataclysme, la nuit noire. Durant cette période de ténèbres, les Pokémon devinrent géants sous le coup du phénomène mystique qu'est le Dynamax. Certains, subissant le Gigamax, changèrent d'apparence. 2 jeunes dresseurs, accompagnés de leur loup-garok, eurent le courage de se dresser contre cette menace. Malgré qu'Eternatus eût pris sa forme, Infinimax, il refusait de baisser les bras. L'aîné lança son épée à son Pokémon, qui évolua. Le jeune frère envoya son bouclier à son Pokémon, qui transcenda les limites de l'évolution. Ainsi naquirent Zacian, le loup à l'épée d'azur, et Zamazenta, le loup au bouclier écarlate. Les 2 Pokémon loups terrassèrent Eternatus, le privant d'énergie. Leurs dresseurs furent acclamés en héros et couronnés rois. Ils emmenèrent ensuite leurs Pokémon blessés à une source, où ils purent guérir complètement. Les 2 rois édifièrent 2 statues en hommage à Zacian et Zamazenta, devenus des Pokémon légendaires. Au sein de Hoenn, Rayquaza sentit venir
chercher un foyer d'accueil. Les 3 titans demandèrent conseil auprès d'Arceus et du trio de la création. Ceux-ci comprirent que Déoxys n'était pas hostile, et tous les Pokémon de la Terre finirent par l'accueillir à bras ouverts. Déoxys proposa de généraliser un peu la méga-évolution, de façon à en offrir l'accès aux Pokémon sensibles à son énergie. Les 3 titans acceptèrent, et à partir du météore, ils créèrent des méga-gemmes. Les Lucario furent les premiers à essayer cette nouvelle possibilité. Depuis ce jour, de nombreuses espèces de Pokémon peuvent méga évoluer. À Kalos vivait un Pokémon symbole d'équilibre, le grand Zygarde. Ce Pokémon, capable de se diviser en 98 cellules à 2 cœurs, pouvait prendre des formes correspondant à 10, 50 ou 100% de sa puissance. Soucieux de maintenir la vie et la mort sous contrôle, il façonna de nouvelles entités, Xerneas, le cerf de la vie, et Yveltal, l'oiseau de la mort. Xerneas et Yveltal, compréhensifs, prêtèrent main-forte à leur père. Un jour, ils virent arriver Volcanion, qui leur révéla la raison de sa venue. Zygarde, comprenant les intentions nobles de ce Pokémon au grand cœur, lui souhaita la bienvenue dans son nouveau foyer. De retour à Unis, Reshiram et Zekrom virent le courage de 3 Pokémon ayant sauvé les autres Pokémon pendant la guerre. Cobaltium, le daim de fer, Terrakium, le taureau de pierre, et Viridium, le chevreuil de la forêt. Tous 3 furent adoubés, devenant les lames de la justice. L'heure d'un sauvetage, ils virent un petit Pokémon cheval, capturé par des chasseurs de Pokémon. Ils attaquèrent les chasseurs, mais ne virent pas le poids face à leur chef, dont la force égalait celle d'un Ursaring. Heureusement, le jeune Pokémon Keldeo prit une forme plus puissante, l'aspect décidé. Il décocha au chasseur herculien un bon coup de lame mointe qui le mit KO. Cobaltium, ravi du courage du jeune Pokémon, proposa à ses camarades de le prendre sous leur aile et de faire de lui l'un des leurs. Terrakium et Viridium acquiescèrent, et c'est ainsi que Keldeo devint le 4e lame de la justice. Dans la même région, alors qu'elles
différents amis et partagèrent un repas de miel et de champignons qui leur permit d'accéder au Gigamax. Ils décidèrent alors de former les humains au combat Pokémon. À Courneige, où se trouvait un royaume en difficulté, là-bas, les habitants avaient du mal à faire pousser des céréales sur le sol. C'est alors qu'un espoir se manifesta. Silveroi, le Pokémon roi, aidé de ses chevaux Blitzval et Spectreval, il fit se lever le blé hors de terre. Les habitants, reconnaissant, érigèrent une statue à son effigie. Silveroi leur dit qu'il veillera sur eux, où qu'ils soient, avant de reprendre son voyage. Un jour, dans la région de Baldea, un roi aimant collectionner des trésors venant de 4 coins du monde accueillit un marchand au sein de sa cour. Ce dernier lui fit cadeau de 4 objets précieux, une urne, une épée, des tablettes de bois et des magatama. Ils avaient été passés de possesseur à possesseur, mais nul ne savait que ces trésors étaient en réalité des Pokémon légendaires dormants. L'avarice et la rancœur des hommes les avaient imprégnés. Malheureusement, le désir intense du roi provoqua le réveil. Ainsi, Paldea fut témoin de la venue des trésors du fléau. Tinglu, le reine du sol corrompu. Baojian, le tigre du froid cruel. Zhongjian, l'escargot du bois mourant. Et Yuyu, le poisson du feu ravageur. Furieux d'avoir trouvé un propriétaire aussi égoïste, ils décidèrent de le punir en détruisant son royaume. Réalisant son péché, le roi s'évertua de se racheter. Pour ce faire, il entreprit d'affronter les 4 Pokémon enragés, accompagnés des meilleurs dresseurs. Après des combats épiques et éprouvants, les trésors du fléau se calmèrent, s'excusant de s'être autant emportés. Sur leur conseil, le roi les fit sceller dans des sanctuaires avant de devenir meilleur gouvernant. Les 4 Pokémon, considérés depuis comme des trésors maudits, attendirent le jour où quelqu'un briserait leur sceau et ferait d'eux ses coéquipiers. Le Moyen-Âge fit apparaître le Pokémon légendaire artificiel, Magearna. Pendant quelques années, ce dernier veilla sur une famille royale, désirant lui laisser son animacœur, source de sa vie insufflée de l'énergie des Pokémon naturels. Le dernier roi lui offrit la liberté. Des siècles plus tard, Magearna se lia d'amitié avec Volcanion et l'aida dans sa mission de protection. Le XXIe siècle fut le spectacle de la naissance d'autres Pokémon artificiels. Une équipe d'exploration scientifique de la Team Rocket trouva des cellules de Mew, ce qui permit à Giovanni de faire créer un clone génétiquement modifié par l'ajout d'ADN humain. Ainsi naquit Mewtwo. Comprenant que les scientifiques qui l'entouraient étaient ses créateurs,
passion commune, la recherche sur le phénomène qu'est la terracristallisation. Un jour, ils créèrent une machine à voyager dans le temps, s'activant grâce aux livres écarlates et aux livres violets, ce qui permit au Pokémon Paradox de venir dans le présent. Les premiers à apparaître dans la zone 0 furent Koraidon et Miraidon, de Pokémon Paradox légendaires. Hélas, ils se voyaient mutuellement comme des amis. Les autres Pokémon Paradox se battaient pour un territoire vierge, massacrant les membres de l'expédition. Même les jeunes professeurs furent tués. Koraidon et Miraidon, voyant que leurs compagnons de voyage temporel sont allés trop loin, les calment par la force. Ils leur font comprendre que, peu importe les différences, ils sont tous des Pokémon et que les humains sont leurs égaux. Attristés par leur propre bêtise commune, les Pokémon Paradox du passé et du futur finissent par se réconcilier. En guise de deuil, ils enterrent leurs victimes humaines et prient pour leur repos éternel. Olim et Tourm furent enterrés l'un à côté de l'autre. Quelques années plus tard, leur fils Pepper apprend la nouvelle de la mort de ses parents, de la bouche de deux androïdes créés à leur image et assignés en tant que gardiens de l'appareil. Pour le rendre définitivement inopérationnel, ils s'exilent à perpétuité aux époques respectives des Pokémon Paradox. Il existe en plus d'autres mythes dans le monde Pokémon. Certains humains ont toujours voulu exploiter la puissance des Pokémon légendaires. Pokélandide en est un exemple. Sous le règne d'un roi arrogant, cet empire qui, autrefois, était réputé, a tenté d'utiliser les pouvoirs de Ho-Oh pour conquérir le monde. Ho-Oh s'est défendu et a totalement détruit Pokélandide, mais le roi s'est enfui et aurait eu sa revanche sur Ho-Oh en l'enfermant dans une orbe de pierre sous terre. En réalité, après la destruction de Pokélandide, Ho-Oh retrouva le roi fuyard. Ce dernier fut arraché à son corps et son esprit fut enfermé dans l'orbe de pierre en question. On raconte qu'il y a bien longtemps existait une civilisation de Balbuto qui vivait en harmonie avec les humains. Désormais, les restes de cette civilisation sont visibles dans les montagnes de Kirikiri à Hoenn. Et la légende raconte qu'ils contiennent ce qu'il y a de plus précieux dans l'univers, le temps. Il y a des millénaires après la généralisation de la méga-évolution, existait un village appelé Mishima. Un soir, une pluie d'étoiles filantes bombarda les terres cultivables de ce village antique, annonçant le passage d'un astéroïde assez gros pour détruire le monde entier rien qu'en un impact. Heureusement, Arceus, ayant senti l'approche du météore, l'intercepta au prix de ses 18 plaques de vie pour l'empêcher de s'écraser. Voyant le Pokémon divin mourant et entouré des Pokémon locaux, un homme nommé Damos chercha les plaques de vie pour le sauver. 93 Pokémon venus du présent et du futur aidèrent Damos, prêts à pousser la méga-évolution jusqu'à la permanence. Quand ils redonnèrent les plaques à leur propriétaire, Arceus retrouva toute sa vitalité et remercia ses sauveurs. Les méga-Pokémon ayant aidé Damos reçurent l'immortalité et la possibilité de méga-évoluer de façon permanente, devenant les méga-éternels, des méga-Pokémon immortels. Mais la pluie cosmique a dévasté Mishima. Désormais, un enfer aride et désolé, attristé par l'état du foyer de son ami, Arceus décida d'aider Damos
à son pays des territoires dignes d'un paradis fertile et verdoyant. Il combina 5 de ces plaques de vie pour créer le joyau de la vie, celle contenant le pouvoir de la terre, celle contenant le pouvoir de l'eau, celle contenant le pouvoir des plantes, celle contenant le pouvoir de l'électricité et celle contenant le pouvoir du dragon. Grâce au joyau de la vie reprit son cours et Damos, maintenant seigneur de Mishima, fit construire un temple en l'honneur d'Arceus. Damos, en toute bonté, décida de rendre le joyau de la vie à Arceus à la prochaine éclipse solaire. Cependant, Marcus, l'un de ses amis, craignant que Mishima ne redevienne un désert, fit enfermer Damos pour l'empêcher de tenir parole et usurpa le trône seigneurial. 1 heure après l'arrivée de la lune devant le soleil, Marcus, ayant réduit beaucoup de Pokémon en esclavage, attaqua Arceus. Il força les Pokémon esclaves à lancer des attaques électriques, combinées par dizaines, fit tomber des rochers et fit jeter du béton liquide. Mais les méga-éternels avaient flairé la trahison de l'usurpateur 2 jours avant l'éclipse. Ils délivrèrent Damos de sa cellule, convainquirent les Pokémon esclaves de cesser toute attaque, subtilisèrent le joyau de la vie des mains de Marcus et le remirent à Arceus après avoir apaisé son esprit. Alors que les canaux déversant le béton se brisèrent, le Pokémon Alpha sauva tout ce présent dans le temple, vida ce dernier de tout le béton et libéra tous les Pokémon esclaves. Cependant, comprenant qu'ils ont été manipulés, les soldats de Mishima saisirent Marcus et il fut condamné par Damos aux travaux forcés. Marcus